Alors, je crois qu'il vaudrait le mieux si je parle d'abord un peu au sujet de Roger Fendey, de Fethullah Gulen lui-même, sa vie, un peu, pour arriver à la question de quand et comment je lui ai rencontré, et puis la raison d'avoir écrit ce livre, et peut-être quatrièmement un peu au sujet de la situation actuelle quant à Ismet, quant à Fethullah Gulen, quant au monde. Alors oui, comme la plupart de vous, bien sûr, déjà savez, il est né en 1938. Et si vous le recherchez, par exemple avec l'Internet, vous verrez qu'on a écrit 41. La raison pour cela est simplement que dans la Turquie où il est né, qui était une Turquie pleine de laïcité à cause de M. Atatürk, il était contre la loi de donner un nom à votre fils comme Fethullah, avec le mot Allah dans le nom, parce que c'est le nom de Dieu. Et Dieu n'a pas parti dans l'État. Alors, il a fallu 3 ans jusqu'à quelqu'un dans le gouvernement local de ce village a eu l'influence, était influencé par le père de Fethullah Gulen, de lui enregistrer comme quelqu'un qui est né. Son père était un imam. Sa mère était un expert et un prof de Coran. Elle était sa première prof. Et déjà, il a eu, évidemment, une sensibilité très pieuse comme petit enfant. C'est-à-dire, il a eu des frères, des sœurs qui ne sont pas devenus Fethullah Gulen. Alors, c'est pas simplement que son père et sa mère et ses ancêtres, etc., a eu une expérience tellement religieuse, tellement pieuse, mais c'était quelque chose avec lui-même, dans son âme, dans son cœur. À l'âge de 10 ou 11 ans, il a déjà été un hafiz, c'est-à-dire qu'il a eu la totalité du Coran dans sa tête, tous les vers, tous les ayats, comme ça. Il a eu un prof dans l'école élémentaire qui lui a critiqué parce qu'il a voulu prier pendant la journée et c'était pas acceptable. À l'autre côté, il y a surtout une prof qui était très sympathique avec lui. Mais enfin, il est devenu imam lui-même. Formellement, son éducation s'est terminée à l'âge de 14 ans, 15 ans, mais il a continué lui-même parce qu'évidemment, c'est un homme qui, d'abord, a eu une mémoire prodigieuse, magnifique. Quelqu'un qui était hafiz à l'âge de 10, 11 ans, évidemment, a une mémoire, n'est-ce pas? Mais plus que là, il a eu et il a un cerveau qui pense, qui analyse. Parce qu'on peut mémoriser tout le Coran sans savoir rien à ce que ça signifie. Mais lui, il a aussi s'intéresse toujours à la signification de tout ce qu'il lit. Coran, hadith, les vies des prophètes, tout ça qui était dans sa tête. Si on a eu l'occasion d'étudier chez lui, moi, je n'ai pas l'honneur, je n'ai pas eu l'honneur, mais je connais des hommes qui ont eu l'honneur d'étudier avec lui. On me raconte que on peut passer pour un ayat, un vers, une semaine pour le comprendre. C'est toujours quelque chose d'autrui qu'il trouve ou qu'il cherche. Il ne veut pas simplement que ses étudiants, OK, je peux dire baba, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, il était imam, mais pas un imam normal. D'abord, vous savez peut-être, c'est bien paradoxe, devenir un imam en Turquie qui était un État complètement séculaire, n'est-ce pas? Il était nécessaire de faire ses études dans un programme qui était prescrit. Alors, mais
comme imam, il a eu des droits, par exemple, d'habiter, c'était l'État qui paye. Mais lui, il a payé pour de l'eau, il a payé pour l'électricité, il a payé pour l'endroit où il s'endormit. Alors, même dans ce sens, il n'était pas ordinaire. Plus que cela, il a commencé à comprendre vers la fin des années 50, le début des années 60, qu'il n'y a pas de jeunesse dans l'église, dans la mosquée, dans le masjid. Il a donné ses discours jeudi, vendredi. Il n'y a personne que des vieillards dans la mosquée. Alors il a continué, il a commencé à comprendre que s'il veut développer une liaison avec la jeunesse, il faut aller où se trouve la jeunesse. Alors c'était les cafés. Alors il est sorti au café. Il a commencé à avoir des discours, des conversations avec des jeunes hommes, avec des questions, avec ses réponses. Il y a 2, 3 hommes, et puis il y a 5, 6 qui entendent ce qu'il dit. Alors, les questions, sans aucun doute, étaient de deux espèces. Les questions religieuses, questions au sujet du Coran, du Hadith, etc. Mais aussi, il y a eu des questions scientifiques, mathématiques, du monde général. Et lui, qui n'a pas eu une éducation après l'âge de 15 ans, a commencé lui-même d'apprendre ce qu'il était nécessaire d'enseigner. Alors, la méthode, c'était simplement, s'il y a eu quelque chose qu'il n'a pas su, il disait, je ne sais pas exactement la réponse à cette question, mais reviens demain et j'aurai une réponse. Alors, d'un côté, il lui-même a grandi ce qu'il sait, mais aussi du point de vue pédagogique, il tire ses étudiants de revenir, de demander, de poser autre question. Le problème qu'il a commencé à attraper, c'était un problème, il pensait, de la jeunesse turque qui a perdu sa liaison avec l'histoire, avec les ancêtres, plus spécifiquement avec les traditions musulmanes qui ont disparu en Turquie en cette époque. Alors, au début, c'était le problème dont il a voulu trouver une solution en étant avec les étudiants, en répondant à ces questions, poussant tous ces étudiants de penser au sujet divers. Mais après, je dirais, la fin des années 60, vers les années 70, il a commencé à comprendre autre chose, que c'est pas un problème des Turcs, c'est pas un problème des musulmans, c'est pas un problème de la jeunesse turque musulmane, c'est un problème mondial, c'est un problème de la jeunesse mondiale qui a perdu la connexion, la liaison à ses racines diverses. Alors, ses sensibilités se sont transformées. Lui, il était transformé, a commencé à penser au monde entier, pas simplement à Turquie, sinon au monde total. Et il a commencé à formuler dans sa tête une vue des problèmes du monde, dont il y a
il y en a spécialement trois. Le problème d'ignorance, le problème de pauvreté, le problème des luttes entre les hommes. Alors, il a commencé à formuler des solutions. Contre l'ignorance, il faut avoir de l'éducation. Contre la pauvreté, il faut avoir des systèmes qui aident aux pauvres, aux hommes qui n'ont pas ce dont ils ont besoin pour vivre. Contre le strict, contre la lutte, il faut avoir des discours, des dialogues qui ne sont pas simplement parmi des musulmans turcs, sinon, non, mais entre les foi diverses, les nations diverses, les ethnicités diverses, etc. Alors, c'est un programme plus grand qui, à la fin, a reçu le nom Hizmet. Au début, peut-être que c'était pas le nom, mais c'était le système, c'était l'idée, et à la fin, c'était le nom Hizmet, qui en français, comme vous le savez, est service. Le service aux hommes, le service à la race humaine, le service à tout le monde, à tous et à toutes. Comment est-ce qu'on le fait? Alors, le problème de l'ignorance, c'est l'éducation. Alors, il faut bâtir des écoles, simplement. Alors, il a développé un système d'écoles, d'abord en Turquie, puis plus et plus loin de Turquie. Maintenant, on trouve des écoles Hizmet ou quasi-Hizmet qui se trouvent en 170 pays du monde. Il a compris que, par exemple, si quelqu'un comme lui, il était petit mec d'un village de l'Est de Turquie, sans argent, supposons qu'il peut arriver à Izmir pour recevoir une éducation spéciale, une éducation, disons. Mais Izmir sera un endroit très difficile pour moi. J'ai pas l'argent de vivre, d'habiter Izmir. Et j'ai pas la connaissance de la ville. Ce sera pour moi affreux être dans cette situation. Alors, ce n'était pas simplement des écoles, sinon des darsana, qui étaient des dormitoires. Des dormitoires, alors, de donner aux gens qui viennent étudier un endroit de vivre. Pas simplement un dormitoire, mais des gens qui sont un peu plus âgés que les étudiants, des habits, des ablas, qui peuvent aider aux étudiants qui viennent d'endroits divers de se sentir confortable, d'étudier mieux, de vivre mieux, de manger mieux. Alors c'est un système extraordinaire avec, comme on dit en anglais, mentors. C'est peut-être le même, c'est pas le même en français, mentor. Non, qui mentir, c'est autre chose, absolument. Alors mentors, quelqu'un qui aide aux autres. C'est un homme avec grande intelligence de deux espèces, comme je l'ai dit déjà, une mémoire prodigieuse et un cerveau une tête qui analyse tout ce qu'il lit, et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, mais un homme aussi avec un grand charisme, évidemment. Parce que comment est-ce qu'on fait tout cela? C'est une idée d'organiser des écoles, c'est une idée d'organiser des dormitoires, mais comment est-ce qu'il le fait? Il faut de l'argent. Lui-même, il n'est pas un riche. Alors, il a eu succès à convaincre aux autres de lui aider, non simplement de bâtir des dormitoires, mais de les fournir. Un de mes histoires favorites quant à Hoca Efendi, et quand ce système était plus ou moins nouveau, il est entré dans l'appartement d'un patron et il a dit,
Et je vois qu'il y a ici 2 chambres à coucher, et je vois que celle-là, c'est pour vous et pour votre femme, et l'autre, c'est pour qui? Ah, c'est pour mon fils. Oh, où est-il? Oh, il n'est pas à la maison, il maintenant travaille dans une autre ville, ou quelque chose comme ça. Et Joséphine a dit, ah, alors, vous n'avez pas besoin des meubles de cette chambre, je les veux pour moi, pour le dortoir. Alors, il a eu la capacité de convaincre aux autres de lui aider avec ses extraordinaires programmes. Et à la fin, comme je disais, il y a eu des écoles en Turquie, peut-être 800 écoles, et puis Kazakhstan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, cette direction, Albanie, cette direction, et puis au monde partout. Alors, le système dans chaque école doit suivre ce que l'État dit qui doit être dans le système d'éducation. OK, c'est ça. Alors, en chaque pays, c'est un peu différent. Mais en chaque école, en chaque pays, et moi, personnellement, j'ai visité peut-être qu'une vingtaine de ces écoles en 4 pays divers. Et j'ai trouvé toujours la même chose. Le système, c'est des beaux-arts jusqu'à sport, avec les sciences, mathématiques, la langue, la littérature, c'est-à-dire tout ce qu'on voudrait avoir à l'école. Il y a une chose qui n'est jamais dans une école Hizmet, parce que c'est pas un madrasa, c'est un darsana, c'est la religion, la foi. Alors, le but de ces écoles, c'est le problème d'ignorance, la solution, éducation. C'est pas comme but de convaincre à quelqu'un de choisir une foi particulière. Mais je vois aussi que parfois, par exemple, j'ai un copain d'Albanie qui est devenu un membre d'Hizmet. Il a assisté aux écoles et il était musulman, mais complètement séculaire. Il est devenu beaucoup plus pieux parce qu'il a vu ses maîtres, ses profs qui ont eu cette foi et ça, c'était intéressant pour lui. Et à la fin, il était tiré d'être parti de cela. C'est pas le bout et c'est pas la même chose pour tout le monde. Et dans les écoles, ils ne sont pas simplement des musulmans, absolument pas. Aux États-Unis, je vois dans les écoles des chrétiens, des juifs, aussi que les musulmans. Mais c'est le deuxième chose qui est spéciale, c'est les profs, c'est les administrateurs, c'est leur dédication. J'ai vu, il y a 2 semaines, j'ai visité une école à Greensboro, North Carolina. C'était samedi, alors l'école est fermée, mais il y a deux profs qui sont toute la journée en école en préparant des programmes spéciaux pour les étudiants. Le principal, qui était mon guide dans l'école, m'a raconté cette histoire, qu'il y a un étudiant qui est venu être étudiant dans l'école pour la dernière année, le 12e chez nous, le 12e année, senior year. Et il lui a posé une question quand il est entré. So, à quelle université tu veux assister? Oh non, 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 je peux pas entrer dans l'université, je peux pas entrer. Non, 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 c'est pas pour moi, je peux pas. Alors, il me raconte, j'ai passé pendant l'année avec lui de temps personnel pour lui aider. À la fin, il était entré dans l'université. En entrant dans notre école, il n'a pas eu cette ambition. À la fin, il a réussi à être accepté dans une école, dans une université. Alors, c'est lui le principal qui s'en occupe avec un étudiant qui a besoin de temps personnel. Normalement, on ne voit pas ça du tout. Mais dans les écoles d'Hizmet, on le voit toujours. Le troisième chose qui est spéciale est le niveau de succès qu'on voit. Les écoles Hizmet, je peux
parler simplement des écoles que j'ai visitées. Alors, c'est une vingtaine, plus ou moins. Alors, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Géorgie, en Europe, d'endroits divers. Toujours la même chose. Le niveau de succès est extraordinaire. Et le résultat est que, par exemple, j'ai visité une petite école, c'était une école élémentaire en Louisiana, aux États-Unis, Baton Rouge. C'est un endroit dont j'aurais pensé, pas à la fin du monde, il n'y aura pas une école ISMET dans ce voisinage. C'était une école qui était, comment est-ce qu'on le dit, demi-détruite, mais un petit groupe d'ISMET sont venus acquérir l'école, rebattu et commencer avec leur programme. Au début, les voisins, qui sont ces personnes qui sont ici, qui ont pris notre école? Après 3 ans, après le début du succès magnifique, tout le monde au voisinage a voulu que ces enfants seront étudiants dans cette école. Et j'ai vu cette histoire encore une fois. Alors, les écoles sont très, très importantes, mais de points de vue divers. C'est pas simplement l'éducation, c'est-à-dire la mathématique, les sciences, la littérature, la langue, mais c'est quelque chose plus que ça. Il est difficile de le décrire même. Mais j'ai une autre histoire d'une autre école en Australie, not Sydney. Quel est le nom de la ville? Canberra? Non, un peu plus sud, du nord, c'est avec M. Melbourne, je ne sais pas, ça a disparu. J'ai visité une école à Melbourne, c'était un lycée. Alors, en ce lycée, les étudiants des 11e, 12e ont la responsabilité de préparer, de créer jardin avec les légumes biologiques. Parce qu'à Melbourne, il est impossible de trouver des légumes organiques. Alors d'abord, ils ont leur responsabilité ou ils reçoivent la familiarité avec des problèmes que quelqu'un qui fait ça, les problèmes qu'il aura. C'est pas simplement que je trouve les légumes dans le supermarché. Sinon, c'est le problème de ce qui arrive avec l'endroit pour les légumes, et puis le problème des insectes, le problème de la pluie, du soleil, de la neige, tout cela, du vin, alors de produire ces légumes. Alors c'est une éducation qu'on ne trouve pas dans les livres. C'est une éducation absolument différente que ce qu'on va trouver dans les livres. Mais puis, il prend les légumes, il les vend au voisinage. Alors, c'est-à-dire, on doit aller maison à maison pour les vendre. Et les voisins sont très, très heureux. Ils sont très ravis de trouver des légumes biologiques. Troisième, après ça, les étudiants qui ont eu l'expérience de faire cette connaissance des voisins, de parler avec des grands hommes, etc., des adultes, et de vendre, ont un projet de recherche de trouver un endroit qui a besoin de l'argent qu'ils ont gagné de ce projet. Alors, quand j'étais là, le temps que j'ai rendu visite, on a trouvé un village en Afrique, en Mali, qui n'a pas eu de l'eau au village. La rivière était 2 kilomètres du village. Alors, c'était nécessaire
chaque journée, chaque matin, pour quelqu'un ou quelques-uns, de prendre avec des grandes bouteilles sur la tête et de prendre de l'eau de la rivière pour le village. Alors, ils ont envoyé l'argent qu'ils ont gagné de ce projet des légumes au village qui a eu ainsi la capacité de créer un puits et puis un système de prendre depuis de l'eau pour le village. Alors maintenant, le village a toujours de l'eau, comment est-ce qu'on le dit, courante, hein? Qui bouge, whatever. Alors c'est extraordinaire. C'est pas normal dans les écoles. Mais ça arrive à le deuxième problème, c'est le deuxième de pauvreté. Parce que c'est un exemple quand l'éducation en école aide aussi au problème de pauvreté pour ce village. Et il y a d'autres programmes, naturellement, qui aident aux autres, des personnes, des communautés, des familles qui ont des problèmes financiers, qui font les personnes de Hizmet, ou des problèmes un peu pareils, par exemple, à Amsterdam, où j'étais hier. On a un problème il y a dans le voisinage de 50 000 personnes, 5 000 personnes qui habitent absolument seules. Alors c'est un peu difficile. La plupart parmi eux sont vieux. Alors on a un programme d'organiser personne par personne des compagnons pour les hommes qui sont complètement seuls, pour aider à changer cette situation. C'est pas exactement une situation de pauvreté, c'est une situation d'être seul. C'est une autre chose. Et puis, le problème des conflits entre des groupes religieux ou bien ethniques ou bien nationaux, il y a toujours des solutions à cela aussi. Des solutions, par exemple, que je vois ici, si je peux lire, que je viens de le voir, les dîners de vivre ensemble, qui sont un moment de partage et d'enrichissement mutuel. Chez nous, aux États-Unis, j'ai vu pendant je dirais, 15 ans, l'agrandissement des dîners, surtout pendant des iftars, pendant le ramadan. Alors, c'est une occasion de 30 possibilités d'avoir des dîners spéciaux dans la maison et bien plus public, avec des explications, des discours. Alors, si on mange ensemble, c'est une façon, comme vous savez très bien, c'est une façon de commencer à se connaître l'un l'autre. Alors, des programmes tels que ça, des programmes comme le festival de danse, de musique avec la jeunesse. J'ai été une fois, j'ai assisté une fois de ces festivals, mais il y en a beaucoup. Alors, de la jeunesse de tous les coins du monde qui ne parlent pas toutes les langues, mais qui trouvent des façons de communiquer et de devenir des amis après ça. Je l'ai vu moi-même et je l'ai entendu beaucoup. Alors tout ça, et plus que cela, était le système qu'il a commencé à développer vers la fin de la dernière siècle et qui a continué pendant les ans qui arrivent jusqu'à le monde actuel et le monde, notre monde. C'était le système qui est le système de Hizmet, de service. Le point qui est le soutien de tout ça est de donner de la service, mais sans attendre quelque chose de l'autre côté.
je dois le faire parce qu'il faut le faire, pas parce que je crois que si je fais quelque chose pour vous, vous allez faire quelque chose pour moi. C'est pas ce que je reçois, c'est la satisfaction de le faire simplement. Alors, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose altruistique, pas de soi-même, altruistique. Et c'est extraordinaire. Et à mon expérience, c'est le monde Ismet. Il y a une exception parmi les centaines de gens que j'ai rencontrés qui sont une association avec Ismet. Une exception, à Kansas City une fois, j'étais là pour un discours et l'homme qui était mon hôte, il était bien évident qu'il a voulu tirer de moi ce qu'il peut tirer de moi, comme conférence, comme cela. Il n'a pensé absolument à moi. C'est une exception, mais il est important qu'il y ait une exception. Qui sans une exception, on peut penser que tout le monde étudie dans la même école dramatique pour apprendre comment semblait être comme ça. Mais la vérité d'Ismet, c'est pas une école de drama, c'est simplement ce que Fethullah Gülen a enseigné et ce qu'il a écrit et ce qu'il a insisté doit être le système d'Ismet. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce que moi-même, ai rencontré Fethullah Gülen au Ismet, parce que c'était il y a plus ou moins 14 ans, je crois. J'enseignais à Georgetown et il y a eu un petit groupe de Ismet qui s'appelle à Washington, le groupe d'Ismet, c'est Rumi Forum. C'est pas à cause de toi, c'est à cause de l'autre Rumi. L'autre Rumi. Et ils ont organisé à Georgetown un petit groupe pour discuter des sujets sérieux. Alors, chaque mois, une réunion avec de la nourriture. Je ne sais pas, les Turcs n'aiment pas de la nourriture, mais il y a eu de la nourriture. Et ils sont arrivés au sujet de la mort, l'âme, et au-delà, la question d'une vie après la mort. Alors, ce groupe était un groupe de musulmans, de chrétiens, de juifs, administrateurs, professeurs, quelques étudiants. Alors, j'ai un étudiant qui était parmi eux. Et il a dit, oh, je connais quelqu'un qui peut parler au sujet de cela, la mort, l'âme, au-delà, du point de vue juif. Alors, c'était moi. Alors, il m'a demandé, est-ce que vous pouvez faire ça? Oh, sure, pourquoi pas? Alors, après 6 heures, 2 réunions de 3 heures chacune, sans conclusion qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas, le tête, pour ainsi dire, de Rumi Forum, Ali Yurtsever, m'a demandé, parce que j'avais publié peut-être qu'un mois avant un livre au sujet du mysticisme en judaïsme, chrétien et islam. Et l'année précédente, j'avais publié un livre au sujet des symboles dans l'art juif, chrétien, musulman. Alors, il m'a demandé, est-ce que tu voudrais peut-être que nous fassions un programme avec les 2 livres chez nous? Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas? Alors, ça a réussi. 2-3 mois après ça, il m'a demandé si peut-être je m'intéresserais à écrire un livre au sujet de Hoja Effendi, de mon point de vue. Peut-être quelque chose
avec des liaisons, des liens à mysticisme. J'ai dit, je ne sais pas, parce que je n'ai pas connu. Et je n'ai pas connu ni Ojefendi, ni Ismet. Alors, j'ai dit, il faut que je lire, il faut que j'y pensais. J'ai eu un collègue à Georgetown qui était turc blanc, turc séculaire, turc ataturkiste, kémaliste. Et je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Fethullah Gülen? Non, c'était le diable. Alors je me suis dit, c'est intéressant, quoi. Waouh, il faut que j'apprenne quelque chose au sujet de lui. Alors pendant un an à peu près, j'ai lu tout ce qu'il était possible de lire qu'il a écrit ou qu'on a écrit au sujet de lui. Et à la fin, je suis revenu à Ali en disant, tu sais, je peux écrire quelque chose, j'ai une idée. Le livre sera sur la relation entre la pensée de Fethullah Gülen et la pensée de Rumi et des autres personnes, parce que j'ai vu une liaison très, très forte entre sa pensée et la pensée de Rumi. Après tout, Rumi, dans le XIIIe siècle, dans un monde qui était absolument plein de guerre, les chrétiens parmi eux, les musulmans parmi eux, les chrétiens contre les musulmans contre les chrétiens, tout le monde contre les juifs, les Mongols sont arrivés de l'Est. C'était un monde incroyablement compliqué, disons. Et Rumi, à la même fois, dans sa poésie et dans son mysticisme, était quelqu'un qui était absolument musulman, sans aucune question, et à la même fois universaliste. Il a écrit « J'entre dans la synagogue, j'entre dans l'église, j'entre dans la mosquée et je le vois à le même altar, le même endroit sacré. » Et des choses comme ça. Alors, j'ai trouvé avec le pensée de Fethullah Gülen, à ce point, la même façon de penser, la même sorte de sensibilité de rencontre le monde. Il est complètement pieux et religieux comme musulman. Et à la même fois, il comprend que ce qui arrive parfaitement pour lui, quant à religion, quant à Dieu, n'est pas nécessairement exactement ce que quelqu'un d'autre trouvera avec Dieu, avec la religion, avec la foi. Il n'y a aucune contradiction entre la certainté, la sûreté absolue de sa foi et de sa religion pour lui et l'idée que pour des autres, avec des autres formes de foi et de religion, que c'est autre chose. Et c'est une partie de son programme de lutter contre les problèmes les complexes entre les religions, entre les foi, entre les groupes ethniques. C'était cette réalisation. Alors, mais avec Gülen, j'ai eu aussi l'impression qu'il a appris de Socrates, il a appris d'Einstein, il a appris d'Ibn Arabi, il a appris de la part de Saïd Nursi, alors que ses pensées étaient pleines des influences d'un extraordinaire nombre des hommes avec des pensées très importantes quant à la race humaine. Alors, le livre que j'ai écrit était un livre qui s'appelait L'embrasse du monde, la relation entre la pensée de Fethullah Gülen et de Jalaluddin Rumi et des autres. Alors, c'était une petite biographie, plus un discours au sujet de sa pensée et de son cerveau, de sa tête, que contre de sa vie. Je l'ai fini vers
vers l'automne de 2013. C'était en anglais. On a eu un programme de le traduire en turc. C'était 2013. J'ai rendu visite à Turquie avec un copain de Rumi Forum, Emre Jelek, pour avoir des réunions telles que cela à Turquie avec ce livre. C'était en décembre de 2013. Alors, j'ai eu une réunion à Alanya et c'était tous parce que l'atmosphère est devenue un peu, disons, difficile à cause du scandale et du début de l'ouverture c'est vraiment l'ouverture de la réalité avec M. Erdogan il a commencé à trouver en Fethullah Gülen son ennemi principal. La raison de tout ce qu'il a voulu dire qui n'est pas correct en Turquie, c'est à cause de lui et de son groupe. Ça a commencé un peu plus tôt, je dirais vers 10, 11, après être devenu confortable en sa position politique, c'est quand Erdogan a commencé à tourner contre Gülen, qu'il a donné de soutien au début parce qu'il a pensé, ou peut-être il faut dire qu'il pensait que Erdogan et lui étaient sur la même page, pour ainsi dire, c'est-à-dire que le système politique qui est le meilleur pour l'islam, c'est la démocratie. Mais enfin, quoique Erdogan a donné l'impression au début de sa carrière que c'était son programme, comme c'était le programme, l'idée de la pensée de Fethullah Gülen, à la fin, vers 2010, 11, 12, il a dit, vous savez, démocratie, c'est comme le rez-de-chaussée, c'est un train. Il faut savoir quand il faut descendre. Et il a commencé cela entre 11 et 13, je dirais. Il a commencé à essayer de changer le système de gouvernement, comme vous le savez trop bien. Et il est arrivé à la réalisation que si je peux trouver quelqu'un ou quelques groupes qui sera la raison de tous nos problèmes, je peux recevoir le soutien plus fort du peuple turc pour moi, parce que nous serons ensemble contre lui ou eux. Il faut dire que même quand il était en Turquie pendant les années 80-90, que Gülen déjà a eu des gens qui n'ont pas aimé ses pensées. Il y a les gens comme mon collègue à Georgetown qui pensaient de lui qu'il a l'intention de transformer Turquie comme Iran, qu'il veut devenir l'ayatollah de Turquie. Il y a eu de l'autre côté des islamistes qui ont développé le peur de lui et la question quant à lui, pourquoi il parle avec des musulmans qui ne sont pas vraiment musulmans, des chiites par exemple, des musulmans qui sont sunnis mais ne sont pas emballés. Et plus que cela, il parle avec des juifs, des chrétiens, des hindous, des autres personnes. Alors, des deux côtés, il était, pour ainsi dire, entre des fusils des deux côtés, même quand il était en Turquie. Alors, il y a déjà eu la possibilité pour quelqu'un avec une tête politique comme Erdogan d'employer tout cela contre Gülen et alors pour lui-même. Alors, c'était 2013. Je suis revenu aux États-Unis après avoir l'expérience
Et j'ai vachement eu le désir de rencontrer Hodjefendi parce jusqu'à ce point, j'ai pas voulu le rencontrer. Quand j'étais en train d'écrire le premier livre, j'ai pas voulu être influencé par sa personnalité. J'ai voulu écrire simplement après avoir lu ce qu'il a écrit et des autres ont écrit sur lui. Mais l'avril de 2014, j'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement, finalement. Peut-être que vous connaissez la situation quand on a une admiration de loin par quelqu'un, une étoile du monde sport ou du monde de film, et l'occasion arrive de rencontrer l'étoile. Et c'est terrible parce qu'il n'est pas ce qu'on a attendu de loin. Quand j'ai rencontré Hodjefendi, c'était exactement 180 degrés de l'autre côté de cette sorte d'expérience. Parce qu'en rencontrant lui, c'était une expérience qui m'a transformé. C'était une expérience, on dit en anglais, spine tingling. Wow! Il était beaucoup plus que j'avais attendu. Son intelligence, sa empathie, sa compassion, sa charisme, surtout son humilité, parce que je connais des hommes qui veulent être vus comme je suis so humble, mais c'est pas vrai du tout. Lui, c'était absolument absolu. Il pense absolument pas à et de lui-même, mais à et de des autres personnes. Alors, c'était extraordinaire. Après ça, j'ai eu peut-être que 3-4 occasions après de le rencontrer et chaque fois, c'était la même chose. Alors, l'affaire de cœur a commencé en ce moment et ne s'est pas terminée après cela jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'était 14. Peut-être l'année après, Emre Celik m'a conseillé ou m'a posé une question. Est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être écrire un autre livre au sujet de Fethullah Gülen, mais avec des entrevues avec des gens qui étaient partis ou bien de loin ou bien proches, des musulmans, des non-musulmans, des Turcs, des non-Turcs, jeunes, vieux, les gens qui l'ont connu depuis beaucoup d'années, d'autres qui ne le connaissent absolument personnellement. Et je lui ai dit, je crois que c'est une bonne idée. Alors, nous avons commencé, il m'a aidé beaucoup. Il organisé pour moi des endroits où j'ai trouvé les gens avec lesquels je fais des interviews en français, en allemand, en anglais, en turc, avec son aide, parce que je parle turc très, très cotu. Ça, c'était pas moi seulement. Et après avoir fait une série de 70, 75 interviews, j'étais prêt pour écrire le livre. Alors, encore une fois, la première partie, c'est une biographie, mais j'ai trouvé plus de détails qu'auparavant. Mais c'était une biographie, comme par exemple Jean-Paul a écrit, ou il y en a maintenant des biographies en turc qui se sont traduites en anglais, qui sont magnifiques, et je l'indique dans le livre que je les ai employés, et que j'espère que les gens qui lisent ça vont lire ces livres. Alors, c'était un peu de biographie, un peu après ça, de biographie de son esprit, encore une fois, comme je l'ai fait déjà. Mais la troisième partie, qui est la plus importante, ce sont des entrevues avec toutes ces personnes. Il a fallu beaucoup de temps.
de l'organiser, de faire des transcriptions et de les faire des améliorations de style, parce que quand on parle, c'est autre chose que qu'on écrit, qu'on entend ou écoute, c'est autre chose que de lire. Alors, c'était un peu lentement. Puis, j'ai d'autres projets, je suis bien occupé avec mes étudiants, alors lentement. Nous venons à l'été de 2016, plus précisément le 2e juillet, si je me rappelle correctement. Et le premier moment que j'ai entendu l'idée que c'était un coup d'État qui a échoué, alors l'histoire était, pour ainsi dire, que Erdogan l'a attrapé au moment dernier. Il était le héros sur le pont, etc. Je me suis dit, absolument pas. Je connais les Turcs. Ils savent 2 choses. Faire de la nourriture et faire des coups d'État. Parce que vers la fin du XXe siècle, chaque disent il y a un coup d'État. Ils savent comment se fait. On le fait au milieu de la nuit, pas au milieu de rush hour. Comment est-ce qu'on le dit à la journée, non, rush hour. Le trafic le plus... De pointe, c'est ça. De pointe, oui. Il faut... La première chose, c'est de trouver et attraper les gens qu'on doit attraper. On n'a pas fait cela. Erdogan, il est complètement libre, il est sur le pont avec sa téléphone mobile, et pendant une heure, il a déjà une liste de 160 individus qui sont les responsables pour ce coup. Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas un coup qui a échoué, c'était un faux coup. Et j'ai pensé à une situation historique qui, ça m'a rappelé. Et c'était le moment à Berlin, en 1933, février, quand les nazis, sous Hitler, après, j'ai appris que Hitler est le héros de Erdogan. C'est son modèle. So, Hitler a créé la situation dans laquelle le bâtiment du Reichstag, qui est très, très important à Berlin comme symbole, était détruit avec du feu. C'était ce gens qui l'ont fait, mais il a déjà eu contrôle des journaux, des médias. Alors, le reportage était que les communistes l'ont fait. Et puis les Juifs l'ont aidé aux communistes de le faire, qui lui a donné l'occasion et la responsabilité de contrôler tous les communistes, de les concentrer dans les concentration camps, de commencer contre la Juive, son projet, qui était le centre de son programme nazi jusqu'à la fin de la guerre, 12 ans après ça. Alors, j'ai bien compris que c'était le modèle que Erdogan a pris de l'histoire pour lui-même. Mais les Juifs et les communistes, pour lui, étaient et sont Hizmet. Comme miracle, Gülen en Pennsylvanie a créé ce coup d'État qui a échoué. OK, c'est une chose. Que la plupart de mes copains en Hizmet aux États-Unis, en ce moment, ne disaient ce que je disais. Ils disaient, well, peut-être qu'il y a eu des Hizmetistes qui étaient une partie de cela. Et je comprends, ou j'ai compris et je comprends. Oui, pour eux, comme Hizmet, comme Turc, comme musulman, de dire ce que je puisse dire, que je ne suis pas turc, je ne suis pas musulman, je peux dire simplement, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est lui-même qui l'a fait.
C'est une fausse, un faux coup d'État. OK, fine. Mais 3 mois après, mon meilleur copain qui habite Cleveland et qui lit toujours religieuse le magazine New Yorker, qui est bien fameux aux États-Unis, avec des articles très très longs, avec des journalistes, avec des niveaux de moralité, etc., très très hautes, qui ont la réputation de faire leurs recherches très très soigneusement, etc., etc. Il y a un article au sujet de Fethullah Gulen. Je crois que c'était septembre, peut-être, de 2016, plus ou moins. Je ne me rappelle pas exactement quand. Il m'a dit, j'ai lu cet article, il est terrible, ce qu'il a écrit au sujet de Gulen. Et je sais que tu as une relation avec lui. Alors, dis-moi ce que tu penses de cela. Alors, je l'ai lu. Et mon sang était bouillant parce qu'il était absolument évident que ce journaliste a complètement abandonné ses standards, l'idée d'un niveau de moralité, de faire ses recherches. Erdogan a pu écrire cet article. C'était absolument de ces sources de médias turcs qui étaient sous son contrôle. Et je ne sais pas même si les gens dont il a pris, le journaliste, des cotations, des statements, oui, qu'il était vrai, ces personnes. Je ne sais pas s'il existe. Alors, je me suis dit, il faut que je finisse ce livre maintenant. Alors, c'était publié très, très proche après cela. Et au préface, à l'introduction, je dis très clairement qu'un but de ce livre était d'avoir un texte qui pousse contre ce que Erdogan et son équipe disent. Alors, pour cette raison, j'avais eu l'idée déjà de l'écrire, mais de le publier au vite que possible était à cause de ce qui est arrivé en 2016 et la réaction mondiale qui continue plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut être des sources qui ne sont pas des sources erdoganistes. Alors, j'arrive à mon dernier point. Alors, maintenant, nous sommes en 2024, n'est-ce pas? Oui, 24. Alors, c'est-à-dire 8 ans après cela. Et je voudrais dire 2 choses et puis des questions. Je vais essayer de répondre aux questions. Une chose, c'est quant au présent avenir, que l'avenir pour Hizmet est un avenir magnifique, selon ce que je vois. Le projet d'Erdogan de détruire Hizmet et de détruire Gulen a complètement échoué. Au contraire, il a aidé à Hizmet sans le savoir, de 2 points de vue. Le premier, du point de vue d'un Américain, qui je suis en Amérique, et je vois qu'il est bien, bien connu. Avant 2016, presque personne n'a reconnu le nom de Fethullah Gulen. Maintenant, même si quelqu'un ne connaît le nom, si je dis, oh, c'est l'imam en Pennsylvanie, oh oui, je sais l'histoire. Alors, et pour cette raison, je crois que le mouvement est devenu plus acceptable, au moins aux Amériques, qu'auparavant. Je crois que les Américains ont développé un peur d'islam à cause de 2001, 9/11,
on dit en anglais. Avant ça, la plupart des Américains n'ont pas connu absolument, non, c'est quoi l'islam? Le mot musulman et le mot arabe, c'est pas le même mot? Les Turcs ne sont pas arabes? Oui. Les Perses ne sont pas arabes? Qu'est-ce que tu me dis? Alors, d'un côté, la plupart des Américains, maintenant, au moins, comprennent ça. Mais l'autre côté est qu'ils ont peur d'islam et surtout par coïncidence, de l'an 1016, quand nous avons eu un président qui aime bien, Erdogan est son modèle. Monsieur Trump voudrait être ce que Erdogan est devenu et ainsi a poussé la haine contre des groupes divers. Alors, les musulmans sont un de ces groupes. Alors, c'est la partie négative de cette situation. La partie positive est que Hizmet, comme mouvement lui-même, est plus connu comme quelque chose que contre ce que Erdogan voudrait que les hommes pensent au sujet de Hizmet. Le plus qu'il se trouve dans les diverses parties de l'Amérique, le plus qu'on commence à comprendre ce que ça veut dire, Hizmet, service, et que c'est quelque chose de vrai et pas quelque chose de négatif. De l'un côté, je dirais que l'avenir est très brillant et très clair. J'ai assisté à une conférence il y a 18 mois de la jeunesse à Houston, aux États-Unis. 400 jeunes gens de Hizmet, des États-Unis, du Canada, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord, et l'énergie était fantastique, et l'énergie était formidable. Après cette conférence, il était impossible de non pas la sensibilité que l'avenir sera un avenir clair. Une semaine après cette conférence, par coïncidence, j'ai assisté à une autre conférence à Californie, qui était une conférence Hizmet internationale. C'était la première conférence internationale d'Hizmet après Covid. Alors, il y a eu 250 personnes de tous les 4 coins du monde. 3 jours. La plupart des présentations étaient au sujet des projets divers en divers pays. Alors, projets en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale, Australie, New Zealand, Afrique, Europe, Asie. Après avoir écouté tous ces projets, au sujet de tous ces projets, il est impossible de ne pas avoir optimisme quant à l'avenir. C'est d'un côté. À l'autre côté, Erdogan n'a pas cessé sa guerre contre Hizmet, comme vous le savez. Vous le savez très bien qu'il y a 3 jours ou 2 jours? 2 jours à Kenya. Qu'est-ce qui est arrivé? La même chose une sorte de la même chose, une façon de la même chose qu'il veut faire partout. Corruption de pouvoir, il aurait été impossible de faire ce qu'il a fait sans ça, ou de harcèlement. Ce sont des deux façons pour lui d'opérer. Mais la différence est que on l'entend et on le voit dans les nouvelles. Et il y a une réaction négative de la part du média, au moins en Britannique, je ne sais pas partout parce que je suis là, alors
Je ne fais pas exactement attention à tout ce qui arrive au monde. Alors, j'espère qu'on peut-être commence, si on n'a pas commencé auparavant, de comprendre que c'est un monstre, de comprendre que c'est quelqu'un qui a des ambitions, non pas de détruire son propre pays, il a réussi avec cela, parce que l'expulsion des Izmets a eu des conséquences négatives pour Turquie lui-même. Et vous tous et toutes savez mieux que moi la situation là-bas du point de vue socio-économique. Évidemment que ce qui était en démocratie maintenant n'est pas, qu'il contrôle le média, contrôle l'armée, il contrôle la judiciary, et tous les aspects du gouvernement sont sous contrôle. Mais il a des ambitions beaucoup plus grandes que celle-là. Et je suppose que, il n'a pas réussi au Moyen-Orient. Il était le héros du monde arabe. C'est pas la situation maintenant. Il a voulu donner même en 1012 de conseils à Moubarak en Égypte et à Assad en Syrie. Et tous les deux qui étaient plus ou moins copains de lui ont dit nous n'avons pas besoin de tes conseils. Alors, j'espère que le monde plus grand que cela commence à comprendre ce qu'il est, ce qu'il voudrait être, et et ce qui Fethullah Gülen que contre représente comme un symbole d'islam civil, pas d'islam politique, un symbole d'Izmet et pas de destruction qui est le symbole qui Erdogan nous présente. Oui, mais je voudrais dire une chose. Il est important de comprendre que, deux choses. Je parle de l'avenir comme un avenir brillant et clair. Ce n'est pas dire que je ne comprends pas la tragédie et les difficultés pour les Izmets qui ne sont pas et qui ne peuvent pas rentrer en ce moment à Turquie. Pour moi, je ne peux pas visiter. Pour moi, c'est un, je suis historien, j'aime l'art, j'aime l'architecture, j'aime la culture, mais j'ai pas de famille là-bas. J'ai une copine que j'ai rencontrée il y a 1 an à peu près. J'étais à une conférence avec de la jeunesse. Elle est jeune. Elle était tellement ravie. Elle m'a présenté son fiancé. Et à la même fois, de l'autre côté, elle m'a dit, mais je suis tellement triste, je ne peux pas retourner à Turquie. Mon père, il est en train de mourir et je ne peux pas le visiter. Et je le comprends et je le sens. Et c'est quelque chose qui est impossible de comprendre, mais on peut comprendre sans de comprendre. Et je crois aussi que à l'avenir, il sera possible, Inch'Allah, dans l'avenir proche, quand il ne sera là, il ne sera pas là, lui, c'est Monsieur E. Mais je crois qu'il faudra des générations jusqu'au moment que les gens de Izmet seront, pour ainsi dire, confortables en Turquie. Parce qu'il a poisonné l'atmosphère tellement à Turquie que ce sera difficile même après la mort, sa mort. Alors, il faut comprendre ça. Mais de l'autre côté, lui-même a eu déjà, dans les ans 90, d'envoyer Izmet dans le monde, parce que après être arrivé au point de comprendre que les problèmes ne sont pas les problèmes seulement de Turquie, etc., il a développé le concept, l'idée qu'il faut être dans le monde. Alors, il a déjà commencé avec ce projet. Erdogan
a fait le faveur de créer une diaspora ismétique. Alors, les ismètes ne sont pas en Turquie, c'est ironique. Le pays où on veut être, où on veut aider ici à Turquie avec ses problèmes, c'est le pays où où Ismet ne peut pas s'opérer. Mais 170 pays, c'est quelque chose. Alors, on doit avoir de la compréhension et on doit avoir de la patience. Sabr, comme lui-même dit toujours, sabr. Il a dit ça, je l'ai entendu la première fois, décembre de 2016. J'étais en conférence, tout le monde était absolument, hors de la tête, pour ainsi dire. C'est lui qui a dit sabr. Alors, on doit avoir sabr. Merci encore.